13 juillet 2020, Paris, place de la République. Des dizaines de milliers de manifestantes et manifestants scandent « Justice pour Adama, justice pour George Floyd ». Partie des États-Unis, une vague de protestations contre le racisme, les crimes et l'impunité policière déferlent sur le monde. En France, la mort de cet homme noir de Minneapolis, asphyxié pendant 8 minutes 46 secondes, sous le genou replié d'un policier blanc, fait écho à celle d'Adama Traoré en 2016. C'est sa sœur, Assa Traoré, qui prend la parole et réclame une fois de plus le besoin de justice et de vérité contre la raison d'État qui nie cyniquement ce crime. Cette lutte est aussi celle de dizaines de collectifs moins médiatisés, de centaines de militantes et de militants qui n'en finissent pas de lutter contre cette haine raciale française qui a causé des centaines de morts au cours des 60 dernières années. Cette haine dont les origines coloniales survivent au sein de l'État. Si la lutte dure depuis longtemps, et qu'elle a déjà connu des moments très forts, telle la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, en ce début d'année 2020, cette manifestation résonne différemment au sein de la population. Depuis la manifestation contre la loi travail du gouvernement de Manuel Valls, Christiane Taubira, Benoît Hamon, les manifestantes et manifestants ont constaté qu'elle était systématiquement agressée de bombes lacrymogènes, au mieux, quand ce ne sont pas de charges de CRS. Plus encore, le mouvement des Gilets jaunes a servi de révélateur de la violence d'État, même pour les populations d'ordinaire épargnées. En s'abattant dans la pleine lumière des beaux quartiers parisiens, elle a précipité la révélation médiatique au grand public de ce qui était jusque-là caché en banlieue et dans les ZAD. Tout d'un coup, les slogans dénonçant la police comme étant une force au service de l'ordre bourgeois, blanc, patriarcal, et non un arbitre impartial résolvant les conflits de la société, ne semblent plus pour personne déconnectés de la réalité. Car comment pourrait-il y avoir de force neutre dans un système d'exploitation et de domination? Avec la crise économique qui s'approfondit, et les inégalités qui s'accroissent, les conflits sociaux prennent de l'ampleur. La contradiction entre la démocratie parlementaire, qui prétend que chacun a formellement les mêmes droits pour diriger la société, et le capitalisme, qui réserve le réel pouvoir de décision sur le travail et la production aux seuls actionnaires, devient impossible à résoudre. C'est là qu'intervient la police, pour préserver le capitalisme et interdire les mouvements sociaux. Revenons à la place de la République. Nous sommes trop nombreux, trop serrés. Pourtant, nous voulons écouter le discours d'Assa Traoré. Chose inouïe, tous se taisent et se font le plus silencieux possible pour entendre les dernières paroles du discours. Tous les corps sont réunis dans cet effort de concentration. Soudain, un craquement, une explosion déchire ce silence. Une première grenade lacrymogène est lancée par la police, bientôt suivie de plusieurs autres, tandis qu'une charge se prépare. L'État, sa police, ne pouvaient pas en supporter plus. Cette série sur la police, on va l'aborder par 3 vidéos successives. Dans la première vidéo, on établit le lien entre la police moderne et le capitalisme, en particulier colonial. Dans la deuxième, on verra jusqu'où on peut réformer la police sans changer le capitalisme. Spoiler alerte, pas très loin. Finalement, dans la troisième vidéo, celle de l'espoir, on présentera le mouvement abolitionniste, les justices transformatives, les expériences communistes passées et présentes, et on verra comment elles permettent de repenser la sécurité sans la violence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tout d'abord étudier 2 pans de la police en lien direct avec le capitalisme, la répression des quartiers populaires par la BAC, puis celle des mouvements contestataires. Enfin, on va décrypter comment nous en sommes arrivés à cette situation en présentant la généalogie de la police et notamment ses origines coloniales et anti-ouvrières. Et ça se passe dans le 2e épisode de Espoir commun. Enfoiré, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss et les sorciers séquestrés, les dans les usines. Parce que tout le monde dit on est dans une dérive autoritaire. Non. Pour qui on est dans une dérive autoritaire? Pour les classes moyennes blanches? Pour les autres de la population, les autres secteurs de la population? Peut-être, aujourd'hui. Mais excusez-moi, mais quand 2 enfants sont obligés d'aller dans un transformateur électrique, d'accord, pour se réfugier parce qu'ils ont tellement peur de la BAC qu'ils vont dans ce transformateur et que les parents n'arrivent même pas à reconnaître lequel est leur enfant, tellement ils ont été brûlés, ça c'est pas rien en fait. La dérive autoritaire, on la connaît déjà. Quand on a la police française républicaine qui va, il y a quelques semaines, réveiller des enfants à 7h du matin dans leur lit avec des armes de guerre, il la secoue comme ça, imaginez ça, 10 ans, un enfant de 10 ans, plus les autres enfants qui regardent ça, le père qui est un ouvrier qu'on exploite, qui était déjà parti à 5h du matin, d'accord? Je ne sais pas si on se rend compte du truc. On a emmené cette petite fille devant sa mère et on l'a emmenée au commissariat à 11 heures d'interrogation. On l'a fait signer un truc. Je ne sais même pas si elle s'est signée. Bah ça, en fait, c'est déjà le fascisme. C'est quoi? On attend quoi, en fait? Je ne vais pas attendre que ça touche Gérard ou je ne sais pas qui pour dire « Ah, on est dans une dérive fasciste ».
Non, la gauche, les forces progressistes doivent se dire, elles doivent prendre en considération plus opprimés que soi, les plus faibles de cette société. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail en nous intéressant particulièrement à la BAC. Pour ça, j'ai lu La force de l'ordre de l'anthropologue Didier Fassin, qui a passé 15 mois au sein d'une unité, et dedans il relate les agissements de ce service de police paramilitaire qui opère dans les banlieues populaires, en périphérie des grandes agglomérations. Au programme, harcèlement d'adolescents, humiliation constante subie par les habitants, violence et discrimination, mais aussi déférence envers les populations bourgeoises. Ce qui m'a marqué, c'est aussi l'ordinaire de ces policiers dont les rondes mordes ne satisfont pas les rêves d'action et qui du coup s'efforcent de la provoquer. Si vous êtes fan du JTTF1 comme moi, vous avez sans doute entendu l'expression consacrée pour parler des banlieues populaires, des zones de non-droit. Les policiers, souvent issus de milieux ruraux modestes, ont cette image des cités comme étant dangereuses, de leurs habitants comme d'ennemis, et la situation dans laquelle ils se trouvent comme étant un état de guerre. Mais à de rares exceptions près, si zone de non-droit il y a, le danger est bien plus à craindre pour les habitants que pour les policiers. C'est pour ça que les parents de cités HLM apprennent à leurs enfants que lors de leurs interactions avec la police, ils doivent demeurer irréprochables, impassibles, quelle que soit la manière dont les policiers les traitent. Pour le dire autrement, ils apprennent la banalité de la discrimination et la docilité face à l'injustice. Didier Fassin décrit comment ce sont souvent les policiers qui provoquent les jeunes en anticipant une réaction qui pourra justifier leur riposte musclée. On sort du cliché selon lequel les jeunes provoquent les policiers, qui ne peuvent que répondre pour manifester l'autorité de la force publique. Il rapporte l'étonnement d'un commissaire devant le fait que des adolescents se mettent systématiquement à courir lorsqu'ils voient la police. En fait, ils courent, mais ils savent même pas pourquoi. Ça se produit souvent que des fonctionnaires me racontent que quand ils arrivent quelque part, ils voient les jeunes s'enfuir. Ils les rattrapent, ils les amènent au poste, et ils découvrent qu'ils ont strictement rien fait. Ils leur disent « Mais pourquoi t'as couru ?» Ouais, vous avez pas idée, hein, ça doit être un réflexe pavlovien. Cette description pacifiée, il faut la mettre en miroir avec les mauvais traitements constants que subissent ces jeunes, dont l'illustration la plus froide, c'est la mort de Ziad et Bouna, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés, alors qu'ils étaient poursuivis par la police en rentrant d'un match de foot. Ce commissaire, il nous parle de réflexes pavloviens qui poussent ces adolescents à fuir la police, mais il s'interroge pas sur le réflexe pavlovien qui pousse ces hommes à systématiquement courir après les jeunes. La manière privilégiée pour gérer les problèmes sociaux, c'est la force publique. Le choix de dramatiser les enjeux sécuritaires, alors que 8 personnes sur 10 ne manifestent ni préoccupation ni peur face à la délinquance, a produit comme effet un incessant travail d'instrumentalisation des statistiques de la délinquance et de la criminalité. Un exemple vu par un baqueux. T'as vu les 135 € pour un bâtard qui avait craché par terre en public ? C'est trop bien ce truc-là. Si j'en vois un qui crache, je lui colle un PV. Et avec un peu de chance, ça se termine en rébellion. Mais c'est sûr ça. Le bâtard, tu lui colles 135 €, il est pas content, il s'énerve, et là, direct, rébellion. Les ILS et ILE, respectivement infractions à la loi sur les stupéfiants et sur les étrangers, permettent également aux policiers d'atteindre les objectifs visés par la politique du chiffre. Ces deux infractions ont en effet en commun le bénéfice d'être aussitôt découvertes, aussitôt résolues, tandis que les vols, par exemple, n'ont que de très faibles chances d'être résolus et demandent beaucoup plus de moyens. Un policier encore. Je me plains toujours qu'il y a trop de sans-papiers, c'est pour ça que quand je peux en arrêter, je le fais. Un de ses collègues moins obsédé par l'immigration. Je suis pas là pour arrêter des pauvres gens qui ont rien fait et qui gênent personne. Je préfère interpeller des usagers de drogue et qui, eux au moins, ils ont fait des conneries. C'est comme ça que s'établit la division morale du travail, qui pousse aussi structurellement certaines unités à regrouper les individus les plus violents et les plus racistes. Témoignage d'un policier. Au début, on y croyait comme les autres, on essayait de faire du zèle, on cherchait à s'intégrer dans le collectif de la BAC. Moi, j'en pouvais plus. J'en avais marre d'entendre des collègues racistes, xénophobes, antisémites, à longueur de nuit, j'en avais marre de voir certaines choses et d'être obligé de me taire. Un de ses collègues, même quand on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, ce qui se fait, on peut rien montrer. On s'écrase, on rentre dans sa bulle, on veut pas avoir d'ennui. On n'approuve pas ce qu'on entend, ce qu'on voit, mais on le garde pour nous, jusqu'au moment où on a la possibilité, on passe de jour. Alors maintenant, je vais passer en revue avec vous 5 idées reçues sur la police. Numéro 1. Policier, on peut en mourir. Dans le monde du travail capitaliste, la santé des travailleurs et travailleuses passe après l'impératif de productivité. Chaque année, près de 200 ouvriers meurent au travail. C'est un fait structurel. Il est invisibilisé en présentant ces morts comme accidentelles. On n'en parle pas. En contraste, les morts des policiers sont omniprésentes dans les médias. C'est le seul groupe auquel les dirigeants font semblant de s'intéresser. Les décès des policiers sont en forte baisse depuis les années 70. Un tiers des morts en service sont des homicides. Certains ont lieu lors d'interventions à risque, pour arrêter un terroriste, comme le gendarme Beltrame. 2 tiers des morts en service viennent d'accidents de la route. Ce sont des policiers lancés à pleine vitesse en ville, au péril de la vie de ceux qui poursuivent,
même contre les ordres, d'après leur commissaire. Course-poursuite comme des sapés. J'accélère, ça fait. Numéro 2. Policier est un métier à risque. Vous voyez comment la question du pouvoir d'achat a remplacé les délires sécuritaires depuis qu'on se bat et qu'on fait grève contre l'inflation ? Et au début des années 2000, c'était l'inverse qui se passait. C'est le moment où s'est mis en place une stratégie de victimisation systématique des policiers. La dangerosité du travail des policiers est souvent surévaluée. 2 exemples encore venant de face 1. Suite à une banale affaire de nuisance provoquée par un quad, un syndicat de police parle de plusieurs fonctionnaires grièvement blessés. Et après vérification auprès des gardiens de la paix, en fait il y a un seul policier qui s'était fait une simple entorse bénigne en courant après le conducteur. Autre exemple qu'il relate, des policiers interviennent en force, en nombre, afin de retrouver des fauteurs de troubles. Ils ont disparu depuis un moment, mais les policiers tombent sur 2 malheureux, un turc et l'autre entier. Et il en faut pas plus. Ils rouent de coups les 2 hommes, mais ils sont aveuglés par l'usage de leurs lacrymogènes, et ils se mettent à se rouer de coups les uns les autres. Et ces blessures, qui se sont infligées eux-mêmes, seront mises sur le compte des 2 hommes au motif de rébellion. Et ça viendra gonfler les statistiques de dommages corporels subis par les policiers. Si je vous donne ces exemples, c'est pour vous dire que ces procédés sont systématiques. Et de l'autre côté de la matraque, c'est 19 personnes qui ont été tuées par la police pour la seule année 2022 en cours. Ce qui est un métier à risque, c'est d'être un jeune homme racisé dans un quartier populaire. Les morts suite à l'action policière sont souvent mises en miroir des morts de policiers, ce qui n'a pas de sens, chaque mort étant un drame qui s'additionne et ne se soustrait pas à un autre. Les ordres de grandeur, c'est pas les mêmes puisqu'on rappelle que 36 policiers ont trouvé la mort sur l'ensemble de la décennie 2010. Voici la liste du collectif Désarmons-les, présentant les personnes mortes aux mains des forces de l'ordre, hors cas difficilement contestable de légitime défense. Ça fait plus de 600 depuis 40 ans. Numéro 3. La police doit patrouiller pour que nos rues soient sûres. Là, on est carrément dans le domaine de l'absurde. C'est tout aussi logique de faire patrouiller la police en voiture pour lutter contre la criminalité que de faire patrouiller les pompiers en camion pour lutter contre les incendies. C'est prouvé. Mais alors vous allez me dire, pourquoi la police continue de patrouiller ? C'est qu'il s'agit bien plus de marquer son territoire que de sécuriser la voie publique, notamment dans les banlieues populaires en périphérie des grandes agglomérations. Les patrouilles de police rappellent aux habitants leur assujettissement à l'État et leur place dans la hiérarchie sociale. Numéro 4. Les contrôles d'identité aident à mettre la main sur des criminels. Les contrôles d'identité, ça vous paraît peut-être naturel parce que vous avez toujours vécu avec, mais en réalité c'est seulement en 1993 que Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, a énormément élargi la possibilité d'en faire. Il a légalisé des pratiques discrétionnaires. Un policier raconte. Théoriquement, on doit obéir à des règles précises, mais en pratique, le code de procédure pénale nous permet de faire ce qu'on veut. Est-ce que ces contrôles d'identité ont une quelconque efficacité ? Lorsque la BAC en service se fait narguer par des dealers reconnus, les interpeller est sans effet, puisque ces individus ne transportent pas eux-mêmes leurs produits. C'est à la police judiciaire que revient de mener des enquêtes de longue durée sur ces réseaux. La BAC, elle, se contente de cibler les usagers plutôt que les trafiquants, et les jeunes des cités plutôt que les étudiants à l'université. Comme pour les patrouilles, les contrôles d'identité ont pour but de rappeler à chacun l'ordre social. Si les contrôles au faciès ont donné lieu à des mobilisations visant à s'y opposer dans les années 90, ils sont depuis devenus la règle et se sont entérinés. Récemment, cependant, en 2016, pour la première fois, la plus haute juridiction de la justice française, la Cour de cassation, a confirmé la condamnation de l'État à verser des dommages et intérêts à 3 jeunes hommes noirs et arabes, contrôlés sur la seule base de leurs caractéristiques physiques, associées à une origine réelle ou supposée. Ça vient d'une intense mobilisation militante, et ça prouve que le combat paye. Numéro 5. La police est raciste. Ce n'est pas une idée reçue, la police est raciste. Imaginez, vous entrez dans le bureau d'un poste de police, grand poster de Jean-Marie Le Pen. Vous passez au vestiaire, affiche « Contre le racisme, halte à l'immigration », avec représentation raciste d'un immigré arabe. Écœuré, vous ressortez du commissariat, vous croisez une unité de la BAC, t-shirt avec drapeau bleu-blanc-rouge, inscription « Patriotes », casque franc, date 732, référence à la date à laquelle Charles Martel aurait, selon l'expression, arrêté les Arabes à Poitiers. Pour l'anecdote, à la même période, le parquet de Bobigny a poursuivi, suite à des plaintes pour outrage de la part des syndicats de police, le créateur des t-shirts BAC Brigade Anti-Keuf. Mais ces manifestations ostentatoires de racisme au sein de la police, vous allez me dire que c'est que quelques policiers, c'est des brebis galeuses, l'institution, elle, n'est pas raciste. Elle l'est. Le fait qu'elle s'attaque actuellement aux populations racisées des quartiers populaires s'explique d'ailleurs par ses origines coloniales et anti-ouvrières. On va y revenir en détail un peu plus tard dans la vidéo. Je cite pour finir un haut gradé motivant ses troupes avant un passage à tabac. « On a perdu la guerre d'Algérie. Il y a 40 ans, on a baissé notre froc. C'est pas aujourd'hui qu'on va le baisser à nouveau. Pas de prisonniers, on trique. » Tous plus intelligents que le plus haut grade de la BAC.
On vient de traiter la répression des quartiers populaires urbains, on passe maintenant à un deuxième aspect de la police, celui de la répression des mouvements sociaux, au travers du livre Politique du désordre des sociologues Olivier Filleul et Fabien Jobard. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 10, il est écrit que des individus exprimant leur opinion sur la voie publique ne sauraient être exposés à l'action de l'État, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et qui décide de ce que c'est qu'un trouble ? Les gouvernants. Ça rend notre droit à manifester plus formel que réel. C'est la même chose que pour le travail. Notre Constitution prévoit un droit formel à l'emploi. Mais qui a le pouvoir réel d'embaucher ? Suspense, au bout du compte, les actionnaires. Le droit de la manifestation, qui a presque pas changé depuis 1935, reconnaît l'occupation de la rue de plus en plus comme un désordre et de moins en moins comme une expression politique. On vit un tournant néolibéral de l'État-providence, on vit la raréfaction des dépenses sociales, l'accroissement des inégalités socio-économiques. Dans ce contexte, de larges parts de la population se mobilisent, s'opposent aux gouvernants, et il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils durcissent le maintien de l'ordre en retour. La décennie 2010 a été faite d'occupation, de manifestations non conventionnelles, donc de lutte des classes dominées. Elle est marquée par une brutalisation du maintien de l'ordre, un nombre effarant de blessés et même plusieurs décès. Vous connaissez tous Didier Lallemand, le préfet de police, nommé en mars 2020 en plein mouvement des Gilets jaunes, pour rendre la répression encore plus brutale. Mais peut-être que vous ignorez qu'il se dit lui-même l'héritier de Gaston de Galifet, un marquis officier de cavalerie, surnommé le massacreur de la commune pour avoir organisé le massacre de milliers de prisonniers lors de la Semaine sanglante, la dernière semaine de la Commune de Paris, en mai 1871. Il y a quelques figures de dominants, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Didier Lallemand, qui ont incarné la violence et l'autoritarisme de l'État durant le mouvement des Gilets jaunes. Mais par-delà eux, c'est plus généralement les institutions de l'État qui ont œuvré à justifier cette violence. Par exemple, le Conseil d'État a estimé le 1er février 2019 que le LBD, lanceur de balles de défense classé arme de guerre dans le Code de sécurité intérieure, avait dans la période récente provoqué des blessures parfois très graves, à cette date il y a une vingtaine de personnes qui ont déjà perdu un œil, mais d'une part l'emploi de cette arme est strictement encadré, et d'autre part les manifestations des Gilets jaunes ne respectant pas l'obligation de déclaration préalable donnent lieu à des violences et destructions très fréquentes, rendant nécessaire le recours aux armes. Le Conseil d'État compare donc le non-respect fréquent du droit à la manifestation par les organisateurs et toutes les violences policières observées. Et c'est encore plus frappant quand on sait que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les manifestations, qu'elles soient déclarées ou non, doivent faire l'objet de tolérance de la part des pouvoirs publics, non seulement sur le principe de manifester, mais aussi sur les éventuels désordres qui peuvent toujours arriver quand il y a une foule dans la rue. Occuper la rue, et ainsi générer un désordre, relève de l'exercice ordinaire du droit d'expression collective des idées et des opinions. Et ce droit, c'est même pas un débat de juristes, quand bien même ils iraient dans le bon sens. Le désir de manifester, il vient d'un sentiment d'injustice, du besoin de le politiser, du besoin de se regrouper. On a envie de se parler, de s'organiser, d'échanger des idées, d'exprimer sa colère, de devenir acteur politique, et non spectateur, comme dans le cas de la démocratie représentative. Et que ça soit légal ou illégal, ça traverse les cultures, les époques, les pays. Ça peut s'agir aussi bien des révolutionnaires français de 1830, pétris de la politique de la Révolution, ou les jeunes rebelles syriens de 2011 qui ont osé briser la peur qui les empêchait de manifester depuis 40 ans. Ça concerne aussi bien les vieux syndicalistes boliviens du mouvement vers le socialisme, qui firent capoter un coup d'État américain en 2020 par leur manifestation, qu'un jeune de 21 ans en France, originaire de la Sarthe, qui s'apprêtait à devenir chaudronnier et qui vint manifester pour la première fois de sa vie en famille à Paris et perdit l'usage de sa main droite du fait d'une grenade pleine de TNT, comme c'est relaté dans un article de la revue Ballast. L'action du préfet, l'allemand, elle a soulevé de franches oppositions jusqu'au sein des unités de force mobiles. Dans une note interne, qui venait de la gendarmerie et des CRS, les pratiques du préfet sont qualifiées de légalement douteuses et aux conséquences politiques potentiellement néfastes, parfois même contraires à la législation ainsi qu'à la réglementation. Par exemple, en prévision d'une marche pour le climat à Paris, la préfecture de police indiquait que on doit impacter les groupes. Ça montre à quel point ils méprisent le code de la sécurité intérieure qu'il est censé faire respecter. Quelques semaines plus tard, un capitaine chargé d'un escadron de gendarmerie mobile désobéissait aux ordres du préfet de police et escortait les manifestants jusqu'au métro plutôt que de les fixer sur le pont de la Concorde. Enfin, un dernier exemple, sur la messagerie interne au CRS, on a pu lire « Les braves se sont mis à foncer dans le tas, c'est incroyable de foncer dans un tas comme ça alors que ce n'était pas conflictuel. La manière d'agir des braves démontre soit un manque d'expérience, soit un manque de lucidité, soit des ordres à la con. » Les mouvements sociaux des dernières années ont montré que le gouvernement ne prêtait qu'une attention furtive, voire dédaigneuse, aux observations, aux recommandations du défenseur des droits, ou des instances internationales comme la commissaire aux droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, l'Organisation des Nations Unies. Mais les mouvements sociaux se sont organisés eux-mêmes. Ils ont appris à filmer, à se faire confiance. Ils ont formé des street medics. Sur Internet, il y a des collectifs français, anglais, américains qui nous proposent de nous aider, de prendre soin des personnes blessées. On a vu des solidarités internationales se créer entre résistants, en partageant les pratiques pour contrer la police, de Hong Kong aux États-Unis, de la Serbie au nord du Maghreb. J'ai des amis qui se demandent si les violences policières viennent plutôt d'injonctions du politique, plutôt de l'autonomie de l'institution policière. Peut-être que vous vous posez la même question d'ailleurs.
Dans le livre, ils indiquent que le politique donne un mandat aux policiers, mais c'est une sorte de chèque en gris dont le signature, le montant sont assez imprécis pour que le ministre qui l'émette puisse toujours nier avoir autorisé ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple d'un tel mandat. En 1993, à la suite de l'homicide de Makome Mbowele, j'espère que je prononce bien, tué à bout portant d'une balle dans la tête par l'inspecteur Pascal Complin dans le commissariat du 18e arrondissement de Paris, une série de manifestations contre les violences et le racisme dans la police a été durement réprimée. Et c'est alors que le Premier ministre, à l'époque c'était Jacques Chirac, a déclaré qu'il s'engageait à couvrir la police, même si, par malheur, un accident arrivait. Charles Pasqua ajouta quelques jours plus tard « Les policiers seront couverts par leurs supérieurs, nous les couvrons, il n'y a aucun problème ». Il y a d'autant moins de problèmes que la police a conscience de la dépendance du politique à son égard. Après un an de mobilisation des Gilets jaunes, le syndicat de police Alliance a mis en balance le soutien des forces de l'ordre à Macron au sommet du G7 à Biarritz avec le soutien sans faille de Macron à la police. Ils ont rappelé que si Macron avait la capacité d'exercer ses prérogatives de chef de l'État, ça dépendait in fine de leur service de policiers. Et on comprend mieux ce qui a poussé Macron à déclarer « Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. » Il a bien compris qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre critique sur la police, mais il comprend pas qu'en disant cette phrase, il confirme juste qu'on n'est pas dans un État de droit. Notre liberté de manifester, c'est une liberté tolérée, ou plutôt une liberté surveillée, vu les évolutions juridiques des 20 dernières années. Et elle est attaquée par des dispositifs répressifs, même préventifs, qui visent le terrorisme, le contrôle des supporters de football et les violences urbaines, comprendre la répression des quartiers populaires. C'est ce triptyque terrorisme, hooliganisme, violence urbaine qui sert sans cesse de laboratoire pour passer des lois pour justifier les restrictions de liberté, en particulier du droit à manifester. Par exemple, en 2006, une mesure individuelle d'interdiction de stade a été adoptée. Cette décision, c'est une rupture dans l'ordre des libertés publiques, puisque ça n'appartient plus à un magistrat indépendant, mais à l'autorité préfectorale, donc au pouvoir exécutif, d'interdire à des personnes de se déplacer sur la seule base de renseignements collectés par les services de police. Or, de manière symptomatique, cette disposition est inscrite dans une loi relative au terrorisme. Et quelques années plus tard, lorsque la durée maximale d'interdiction sera étendue à 6 mois, ce sera par une loi consacrée à la prévention des violences entre bandes de jeunes. Qu'est-ce que c'est la manifestation ? C'est l'acte de rendre une opinion visible par le nombre. C'est le pendant visible du vote qui, lui, s'exprime derrière les rideaux de l'isoloir. En 1995, Alain Juppé déclara que si 2 millions de personnes venaient à descendre dans la rue, il retirerait son projet sur les retraites et la sécurité sociale. Et successivement, plus de 2 millions de personnes sont rassemblées lors des journées interprofessionnelles de grève. Alain Juppé a fait adopter son plan de réforme sur la sécurité sociale, mais retire son projet de réforme des régimes de retraite. Et cette victoire éclatante du nombre de manifestants sur le nombre électoral, ça sonne le glas de la reconnaissance par le pouvoir politique de la manifestation. Depuis, les gouvernements n'ont eu de cesse d'affirmer qu'ils ne céderont pas devant les manifestations, quelle que soit leur ampleur. Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous ont déclaré qu'un tel rituel manifestant était vain et inutile. Ils assument donc 100% leur caractère antidémocratique. Comme d'habitude, Emmanuel Macron, c'est l'exemple parfait de cette voie autoritaire. Le 19 novembre 2019, au sujet de la réforme du Code du travail, qui renforce encore plus le pouvoir des actionnaires contre les travailleuses, il déclare « I do believe in democracy. And democracy is not in the street. » Il doit être bien certain de sa légitimité et surtout de son pouvoir, car c'est devenu un lieu commun de dire que la démocratie représentative s'effrite lentement mais sûrement. Les maires sont élus par au mieux un 5e de la population résidente de la commune, moins du 10e en banlieue parisienne, et les présidents de la République par au mieux un tiers des citoyens français. Finalement, le politique ne considère plus la manifestation comme le moment d'un échange politique, à part si vous comptez les grenades lacrymo et les balles de LBD dans les yeux comme étant ce que la classe dirigeante nous échange contre nos slogans. Pour les dirigeants de la société, c'est l'occasion de mettre en scène le pouvoir face au désordre. Et au bout de chaîne de cette culture de l'inflexibilité, on retrouve la police, qui filme par exemple son humiliation de 150 lycéens de Mantes-la-Jolie. Voilà une classe qui se tient sage. Nous parfumer à la gazeuse et l'enveloppé chez millions à chaque manifestation. Quand on a commencé à bosser sur la police avec le collectif, je vais pas vous mentir, on n'avait pas une opinion hyper positive de l'institution, mais on pensait que sa raison d'être initiale c'était d'enquêter et de résoudre les crimes. Et en fait, pas du tout. Historiquement, la police telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un corps professionnel, coupé du reste de la société, seul à même d'utiliser la violence légalement, ça a été créé pour maintenir l'ordre social à tout prix, dans un contexte anti-ouvrier, colonial, contre-insurrectionnel. On vous raconte ça tout de suite, grâce à 3 livres notamment, Histoire des polices en France d'Arnaud-Dominique Hout, Emmanuel Blanchard et Vincent Denis, Que fait la police de Paul Rocher et La domination policière de Mathieu Rigouste.
Sous l'Ancien Régime, du XVIe siècle à la Révolution, il n'y a pas de corps public professionnel spécialisé dans le maintien de l'ordre, ni vraiment dans l'enquête judiciaire. La sécurité de la société est assurée par la communauté locale, par les interconnaissances en bonne partie, et la police est partout car les policiers ne sont nulle part. C'est pas de moi. Au XVIIIe siècle, le rôle de la police est de faire le bonheur des hommes en société, non pas tant pour eux que pour la prospérité de l'État. C'est pourquoi la police englobe tout, de l'approvisionnement des villes à l'enlèvement des encombrants, du respect de la religion à la répression de la mendicité. Elle donne du travail aux pauvres en cas de crise pour les rendre utiles. Ainsi, la construction de la Halle aux Grains de Paris en 1762 est soutenue par le gouvernement royal et le prévôt des marchands, mais aussi par la lieutenance générale de police. Mais avec l'émergence de la pensée du libre-échange, l'activité de la police dans le domaine économique est remise en cause. Elle doit désormais garantir le fonctionnement du marché, mais ne plus y intervenir. Par ailleurs, certaines tâches policières sont jusqu'ici assurées par l'armée, mais il devient clair qu'elle n'est pas adaptée pour ça. Par exemple, sur ce tableau de Watteau, on voit que les soldats doivent à la fois prévenir les risques d'incendie, d'explosion et de mouvement des foules. Ça demande une spécialisation. Avant l'avènement du capitalisme, les rapports sociaux sont fondés sur des inégalités de statut entre nobles, religieux, tiers-états. Dans cette configuration, la classe supérieure a un accès privilégié au pouvoir politique. Mais quand arrive le capitalisme, l'allocation des ressources et du travail cesse d'être décidée par les décisions politiques, la coutume ou la délibération collective. C'est désormais l'échange marchand qui décide. La classe subordonnée, pour survivre, ne doit plus obéir aux nobles, mais vendre sa force de travail aux propriétaires des moyens de production. Et sous Napoléon III, se met en place avec les premières usines et les sociétés anonymes, une société de la concurrence généralisée. Et ça, ce n'est pas sans lien avec le déploiement de la police moderne, qui a formellement pour tâche de traiter tous de façon égale. Les principales crises sociales ne sont désormais plus des révoltes paysannes liées aux fluctuations du prix du grain, mais des révoltes ouvrières liées aux conditions de surexploitation, qui se transforment progressivement en tentatives d'abolition du capitalisme. Concentrée dans des usines, coupée du monde agricole et dépendante uniquement du salaire, cette nouvelle classe sociale se coordonne par les syndicats, les partis, l'Association internationale des travailleurs, de Blanqui, Marx, Proudhon, entre autres, pour devenir une puissance sociale majeure. C'est la grande époque du mouvement ouvrier, de la Commune de Paris à la révolution bolchevique d'octobre 1917. Entre 1872 et 1911, le nombre de grèves en France augmente de 1667%, le nombre de grévistes de 925%, le nombre de journées perdues de 2858%. C'est à cette époque que se met en place la police moderne pour anéantir ce mouvement. Ça ne veut pas dire que le recours à l'armée n'est plus possible. Quand, en 1906, une explosion dans les mines de Courrières fit plus de 1000 morts, Georges Clemenceau n'hésita pas à envoyer 30 000 gendarmes et cavaliers de la troupe pour interdire la grève qui s'ensuivit. Mais dans la mesure où le recours à l'armée risque toujours de se terminer en bain de sang, la classe dominante préfère instaurer un corps séparé professionnel pour maintenir l'ordre. En réponse à la mauvaise qualité déplorée des policiers jusque-là recrutés sans aucune évaluation de compétences, sont mises en place une série de mesures pour différencier et professionnaliser la police en l'ouvrant aux civils, en formant la police dans des écoles spécialisées, en fidélisant ses agents, en leur donnant accès à de meilleures protections sociales et de meilleures carrières, la police se coupe progressivement du peuple. En Angleterre, en accord avec le fait que l'industrialisation arrive plus tôt, la police métropolitaine est créée à Londres en 1829, dans un contexte d'émeutes urbaines et d'émergence de mouvements politiques comme les Luddites, les Jacobins, les Chartistes. Notons que 10 ans plus tôt, la création d'un ministère de la police avait été repoussée par un étrange consensus des forces politiques les plus variées qui toutes y voyaient le bras armé du despotisme. Ce modèle de police est importé aux États-Unis, à Boston en 1838, puis à New York en 1844, San Francisco en 1849, dans un contexte d'industrialisation massive, d'immigration urbaine et de développement des organisations prolétariennes. La City Police remplace la ronde de nuit, qui surveillait les incendies, le petit vandalisme et arrêtait toute personne noire qui ne pouvait prouver son statut d'homme ou de femme libre. Particularité des États-Unis, un corps de police en uniforme, rémunéré et intégré au système pénal, existait déjà avant la fin du XIXe siècle dans les villes du Sud, telles Charleston, Savannah, la Nouvelle-Orléans. Elle avait très tôt remplacé les Slave Patrols, ces milices blanches en charge de surveiller et terroriser les esclaves noirs, tant l'esclavage était au cœur de l'économie des plantations, et les insurrections serviles la terreur des esclavagistes. Le développement du capitalisme au XIXe siècle se fonde en effet sur l'exploitation des ouvriers, mais aussi sur la colonisation. D'après la théorie marxiste de l'accumulation primitive, reprise par exemple dans le livre de l'anthropologue anarchiste David Graeber, Dette 5000 ans d'histoire, il n'est même pas sûr qu'une société capitaliste aurait pu voir le jour sans la colonisation. L'impérialisme est inscrit dans les gènes du capitalisme. En France, une partie de la généalogie de la police remonte aux colonies, dans lesquelles la police et l'ordre raciste étaient assurés indistinctement par l'armée, la gendarmerie, les milices privées ou les colons eux-mêmes qui violentaient les colonisés. Dans les années 30, il existait officiellement une police des colonisés en métropole, la brigade nord-africaine, BNA, composée d'administrateurs coloniaux. Elle quadrillait les quartiers dits musulmans de Paris, y opérait des raids et des rafles, alimentait des fichiers de surveillance politiques et sociaux. La BNA n'était pas une police proprement coloniale, elle travaillait dans le contexte juridique métropolitain
et appliquait aux colonisés des méthodes de police historiquement liées à l'encadrement des mendiants, des sans-abri et des prostituées. Elle développait et conjuguait ainsi des dispositifs de coercition issus du répertoire de gestion étatique des colonisés aux colonies et des indésirables en métropole. C'est ce que Mathieu Rigouste appelle une police endocoloniale. La BNA a été dissoute à la Libération, en raison de son caractère explicitement raciste, à l'heure où le gouvernement de De Gaulle tentait de construire le mythe d'une France majoritairement résistante au nazisme qui se serait libérée d'elle-même. Dans un contexte d'arrivée de migrants étrangers sur le territoire, parqués dans des enclaves de banlieue, la préfecture de police amorce la formation d'une nouvelle unité de police d'inspiration coloniale, la Brigade des agressions et violences, BAV, calquée sur les anciennes brigades nord-africaines à peine dissoutes. Cette création est justifiée en mettant l'accent sur la criminalité, et non plus sur la race des colonisés. La figure de la criminalité nord-africaine, employée systématiquement dans les grands médias et par la classe dirigeante pour dépolitiser les luttes des colonisés, va permettre de rediriger cette nouvelle police sur les travailleurs arabes à Paris. Réticente à faire usage de torture et de méthodes relevant strictement de la terreur d'État, la BAV n'a jamais été une authentique police coloniale. Sa mécanique a été forgée au croisement des répertoires de la police coloniale, de la police politique et de la police des indésirables. C'est cette hybridation qui a posé les bases de la nouvelle police du sous-prolétariat après la fin de la guerre d'Algérie. La BAC a la BNA et la BAV pour ancêtre, et elle a été créée spécifiquement pour assurer la répression des quartiers populaires. Son créateur est Pierre Bolotte, qui s'est formé à la pacification militaro-policière lorsqu'il était en Indochine. Son parcours est très représentatif des forces de l'ordre de cette époque. Il a encadré la contre-insurrection algérienne de 1955 à 1958. Au ministère de l'Intérieur pendant 3 ans, il reconvertit son savoir-faire de la guerre coloniale dans la police des quartiers populaires. Après avoir organisé la répression sanglante d'une grève, faisant suite à un meurtre raciste en Guadeloupe en 1968, il est nommé préfet de Seine-Saint-Denis en 1969 afin de créer les premières BAC. Mais vous connaissez sûrement mieux l'exemple de Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Gironde sous Pétain, responsable de la déportation des Juifs de la région bordelaise, en poste à Constantine pour contrer l'insurrection algérienne de 1956 à 1958, puis préfet de police de Paris sous De Gaulle, responsable du massacre des centaines de manifestants algériens le 17 octobre 1961, pour finir ministre du gouvernement Barre, sous Valéry Giscard d'Estaing jusqu'en 1981. Jusqu'ici, on a distingué les origines de la police, d'un côté coloniale et contre-insurrectionnelle, de l'autre anti-ouvrière. Mais les pratiques policières qui s'appliquent à une situation ou à une autre sont transférées et reconfigurées en permanence, comme dit plus tôt pour le triptyque terrorisme, hooliganisme, violence urbaine. Lors du mouvement des Gilets jaunes, de nouvelles polices d'intervention sur le modèle de la BAC ont vu le jour, avec les détachements d'action rapide, puis les brigades de répression de l'action violente, qui recyclent en partie le mode opérateur des voltigeurs qui ont tué Malik Oussedine en 1986. D'autre part, préparer la population à la violence sur un sous-groupe anticipe son extension à la société. Le LBD a été lancé loin des caméras, en banlieue, puis sur les ZAD, avant d'impacter le reste de la population. Les contrôles d'identité sans mandat de juge ont d'abord été rendus possibles dans certaines zones spécifiques avant d'être étendus partout. Les prélèvements ADN ont initialement été implémentés uniquement pour les crimes sexuels. La légitimation permanente de la violence policière à l'aide de l'appareil médiatique sert aussi à l'État pour justifier sa collaboration avec le complexe militaro-industriel des armements et pour tester des stratégies de maintien de l'ordre ayant vocation à être exportées dans le monde entier. C'est Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, qui propose ses services au dictateur tunisien Ben Ali en 2011 pour mater la révolution en cours. C'est la vente par la France au dictateur égyptien Al-Sisi, non seulement d'avions de chasse Rafale, mais aussi d'équipements de sécurité contre-insurrectionnels, tels que les véhicules blindés Sherpa en Égypte ou des outils de surveillance numérique massive, ainsi qu'établis par un rapport d'Amnesty International. La pratique de la répression permet au complexe militaro-industriel français d'apposer le label « Testé au combat » sur ses armes, et de se poser comme un des acteurs majeurs de ce marché. Sa vitrine, c'est le Salon mondial de la sécurité intérieure de Millipol, qui réunit tous les 2 ans à Paris plus de 30 000 visiteurs, parmi lesquels des ministres de l'Intérieur, des ambassadeurs, des directeurs des entreprises spécialisées dans la répression. 170 pays sont représentés officiellement. De l'aveu même de Christophe Castaner, il permet de créer un continuum entre le ministre et les entreprises privées, secteur économique incontournable. Sur cette photo, prise lors de l'événement, on retrouve Christophe Castaner qui était alors ministre de l'Intérieur, en compagnie de Laurent Nunez, son secrétaire d'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ivoirien, le général Diomandé Vagondo, le ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux du Gabon, Edgar Anissem Mbumbu Miakou. Et on fait appel à vous, la communauté, pour découvrir qui sont les autres en commentaire ou MP. En situation de crise économique, laisser les actionnaires libres de diriger l'économie sans tenir compte des demandes de réorientation de l'économie par les travailleurs, sans tenir compte des protestations contre la vie chère par la population, ça ne peut que s'accompagner d'un raidissement militarisé et sécuritaire de l'État. Il doit être d'autant plus puissant et violent que son périmètre d'intervention, les services publics, en même temps que sa légitimité diminue. C'est ainsi qu'en pleine crise économique, au cours des années 30, Karl Schmitt, un idéologue du fascisme, rallia les patrons allemands à la société du contrôle du parti nazi. Il fallait un État fort pour un marché libre.
Quand on parle de fascisme, c'est toujours malaisé. Soit on l'évoque un peu trop tôt et on a l'air déconnecté, soit on en parle trop tard. Je voudrais simplement vous inviter à mesurer la vitesse à laquelle les discours et attaques qui paraissaient impensables il y a peu de temps se produisent sous nos yeux, comme la manifestation des policiers devant le Sénat, emmenée par le syndicat Alliance, qui demandait l'abrogation de partie de la Constitution, ou les défilés de l'extrême droite à Lyon au cri de migrants assassins, ou encore le président de la République défendant la mémoire de Philippe Pétain, et à travers lui du régime de Vichy. Et avec le pass sanitaire, le corps social fut scindé en deux parties. D'un côté les citoyens légitimes, et de l'autre les 6 millions désignés officiellement de parasites, privés de liberté, privés d'emploi pour des milliers d'infirmières et aides à domicile ainsi que de pompiers. Garde avancée du technocontrôle d'État, la police et ses drones fit appliquer ce code matriciel le flingue à la ceinture, alors qu'elle-même en fut dispensée, dans l'indifférence massive de la population et des forces d'opposition. Dans cette première vidéo de notre série en 3 épisodes sur la police, on s'est concentré sur les pires aspects de la police moderne, la répression des habitants racisés des quartiers populaires, la contestation des mouvements ouvriers. Et on a présenté sa généalogie, sa naissance en tant que corps colonial, contre-insurrectionnel et anti-ouvrier. Dans les 2 parties suivantes, abonnez-vous d'ailleurs, faudrait pas les rater, on va s'intéresser aux autres formes possibles de police. À la fois, on va étudier les réformes de la police au sein d'un système capitaliste, en essayant de comprendre jusqu'où ça peut aller et quelles sont les limites. Et puis on va sortir du cadre capitaliste en présentant des alternatives communistes à la police que nous connaissons. Ça sera la vidéo de l'espoir. On parlera d'abolition de la police. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu et si ce programme vous enthousiasme autant que nous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, et on est également preneur de vos retours et critiques en commentaire. Merci beaucoup. Nigga, and we hate po-po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow up.